très heureuse d'être parmi vous ce soir pour l'émission Décryptage. Dans le cadre de cette émission, nous recevons pour vous un acteur politique majeur. Il est président d'un parti politique. Avec lui, nous allons parler de son parti politique, de la concertation politique prévue à Djambala et bien évidemment de sa candidature puisqu'il est candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Bonsoir, président Guestin Gadé. Bonsoir, madame Mankele. Et comment se porte votre parti, le mouvement républicain? Justement, madame, notre parti se porte très bien. Nous avons tenu notre premier congrès ordinaire il y a 1 an où nous avons choisi notre candidat à la future élection présidentielle. Nous avons été retenus parmi les 42 partis politiques pour l'année 2025 parce que nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire national. Donc nous jouissons aujourd'hui d'une bonne santé. Le MR joue son rôle de parti de l'opposition aux côtés des autres partis et nous nous préparons considérablement et en conséquence par rapport aux échéances qui arrivent. Le MR est dans l'opposition modérée, radicale ou voilà. Madame Arina, quelle frange de l'opposition politique congolaise? Madame Arina, il n'y a pas d'opposition modérée, d'opposition radicale. Ça, c'est l'appellation, sinon l'imagination humaine. L'opposition est régie par la loi numéro 28-2017, du 7 juillet 2017, qui fixe, qui détermine le statut de l'opposition. Donc, si vous vous reconnaissez en tant que parti de l'opposition, vous devez effectivement vous aligner à cette loi. Une fois que vous êtes en commodité avec cette loi, vous êtes considéré comme un opposant. Il n'y a pas des radicaux, il n'y a pas de modérés, il y a l'opposition par rapport à la loi dont je venais de vous citer. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur venait d'annoncer la concertation politique. Rendez-vous part à cette concertation politique prévue à Djambala? Oui, je suis un acteur politique. Je dirige un parti légalement constitué. Donc, je remplis effectivement les critères de participation. Mais ce qu'il faut souligner, madame Mankele, vous constatez que le timing est un timing assez incommode. Je m'explique. Incommode par rapport à quoi? Lors de l'élection présidentielle de 2021, la concertation politique avait eu lieu à Madingu, 3 mois avant l'élection. Lors des élections législatives de 2022, la concertation avait eu lieu à Owano, 3-4 mois avant le scrutin. Normalement, la concertation doit avoir lieu quelques mois avant l'élection pour évaluer les avancées, les recommandations des précédentes concertations, pour regarder est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'il y a des réformes qui ont été adoptées, est-ce que les recommandations ont été respectées. Cette évaluation-là peut permettre à ce que nous puissions corriger, améliorer pour avoir une gouvernance électorale fiable et crédible. Or, lorsque vous annoncez une concertation politique, on ne sait pas, puisqu'on ne connaît pas la date. Supposons que ça intervient la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine aussi qu'on a prévu ce qu'on appelle la clôture de la période du dépôt des candidatures. Donc, le processus électoral est en cours. Ça veut tout simplement dire que ce qui va se dire, ou bien les conclusions qui sortiront de cette concertation, n'auront pas d'effet suspensif sur la procédure en cours. Or, moi, ce que je pense, il faut le dire, nous constatons qu'il y a l'impréparation dans l'organisation de ce scrutin. Pourquoi? Déjà, vous n'avez pas le corps électoral. Depuis le 22 décembre 2025, on avait clôturé les revendications liées à l'opération de la révision des listes électorales. 1 mois plus tard, nous nous dirigeons vers 2 mois, le gouvernement ne nous a pas encore rendu officiel aujourd'hui le nouveau corps électoral. Donc, on ne sait pas ce corps électoral est constitué de combien de personnes. Justement, c'est peut-être une occasion d'en parler lors de la concertation. Non, madame, ce sont des choses qui doivent se faire automatiquement. Moi, je pense aujourd'hui, nous devons aller vers le report de l'élection pour garantir une élection libre, équitable et transparente, comme l'a d'ailleurs déclaré lui-même le chef de l'État le 31 lorsqu'il a délivré son message de vœux. Pourquoi je le dis, madame? Certaines personnes disent oui, mais on ne peut pas reporter l'élection parce que nous devons respecter la Constitution. Dans ce pays, combien de fois nous avons déjà violé la Constitution? Et puis, dans notre Constitution, il y a un article très clair. Le président de la République, pour quitter le pouvoir, il faut qu'il y ait l'élection d'un nouveau président. Donc, tant que nous n'avons pas
un nouveau président élu, le président Denis Sassou Nguesso demeure président de la République. Donc si on peut décaler l'élection de 3 à 4 mois, pourquoi? Imaginez-vous, madame, nous sommes en train de rentrer dans la période de la saison des pluies. S'il vous plaît, je vais terminer. Oui, attends, parce que vous voyez l'élection présidentielle de 2009. La campagne avait eu lieu au mois de juillet. Mais c'était aussi la saison des vacances, des grandes vacances de l'autre. Vous parlez de l'élection présidentielle de 2009. De 2009. Oui. Alors, vous avez vu qu'en 2016, ils ont ramené la campagne au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la grande saison des pluies. On appelle ça le Ndolo chez nous, où il pleut quasiment tous les jours. C'est pour empêcher les adversaires politiques de parcourir le pays. Donc, je pense qu'il y a l'impréparation. Nous devons aller vers le report. Peut-être vous n'êtes pas suffisamment préparé. Voilà pourquoi vous demandez que l'élection présidentielle soit reportée. Oui, mais ça soit reporté parce que nous devons aller à la concertation, évaluer les précédentes concertations. Mais la concertation sera convoquée et puis vous irez à oui, mais le problème c'est que non, on va débattre, sauf que le processus électoral est en cours. C'est ça le grand problème. Est-ce que la concertation aura le pouvoir de bloquer le processus électoral? Oui, je le dis. Moi, la voix que je porterai lors de cette concertation, c'est le report de l'élection. Parce que je trouve qu'il y a une préparation. Espérons que votre doléance, votre réclamation sera prise en compte lors de cette concertation politique. Madame Ankele, le bon sens voudrait que nous reportions cette élection. Parce que vous savez, au-delà de tout... Dans cette démarche-là, vous êtes seul apparemment. Non, je ne peux pas être seul. De l'élection. Je ne peux pas être seul. Ceux qui doivent en grande partie porter l'initiative du report, ce sont d'abord ceux qui participent à l'élection. Je suis candidat. Ça veut dire que je vois l'intérêt de mon pays, je vois la situation actuelle du pays, la situation sécuritaire. Les choses ne se passent pas comme il le faut. Nous avons des grèves dans les universités, nous avons des grèves dans les hôpitaux, nous avons des arrêts de salaire qui peuvent atteindre plus de 50 mois. Face à ce constat, il est important d'améliorer les choses, d'aller vers un climat social de paix. Parce que la paix, madame, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, mais un parent qui voit son enfant n'est pas aller à l'université parce que l'université est fermée, ce parent n'est pas en paix. Un parent qui ne peut pas aller soigner son enfant à l'opéral parce que le CHU est fermé, ce parent n'est pas en paix. Donc, il faut résoudre ces problèmes. Donc, il faut résoudre d'abord les problèmes sociaux et puis, une fois, on peut maintenant aller à la présidentielle, à l'élection présidentielle. Oui, mais pourquoi nous devons être dans la précipitation? J'ai dit ici. Selon vous, le gouvernement est dans la précipitation. Ça a été déjà annoncé. On savait que depuis l'élection présidentielle de 2021, en 2026, nous parlons ici, en mars, il y aura une autre élection. Mais madame, nous parlons des conditions. Est-ce que vous connaissez le corps électoral? On ne peut pas convoquer un corps électoral qu'on ne connaît pas. Mais peut-être ça sera annoncé lors de la concertation. Vous aurez tous les documents, toutes les informations requises à ce sujet. Non, madame, ça ne se passe pas ainsi. Dans aucun pays au monde, vous avez déjà vu un gouvernement qui convoque un corps électoral inexistant. Quel est le corps électoral qu'ils ont convoqué? Le décret qui a convoqué le corps électoral. On peut nous dire aujourd'hui de quel corps électoral il s'agit? Ce n'est pas un problème d'avoir de la mauvaise volonté ou de l'impréparation. Nous savons très bien dans ce pays, si nous organisons une élection libre, équitable et transparente, le PCT n'aura même pas 10%. Parce que, mais madame, vous voyez l'état du pays. Vous fondez sur quoi? C'est-à-dire que vos arguments se fondent sur quoi? Mais mes arguments se fondent sur la réalité du pays. Le bilan. Regardez l'état. Soyez un peu plus explicite. Quand vous parlez de la réalité du pays, à quoi faites-vous allusion? Mais madame, nous avons, mais après 40 ans de règne du président Sassou, nous avons toujours les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes d'emploi, les problèmes des routes, le problème de sécurité sociale. Rien ne marche dans notre pays. Mais nous sommes un pays riche. Nous sommes le 6e pays producteur de pétrole en Afrique. Nous pompons près de 280 000 barils jour, madame. Nous sommes un pays producteur de gaz, producteur de bois. Est-ce que nous reflétons vraiment l'image d'un pays qui a autant de richesses? Donc, c'est une gestion archaïque. Donc, nous pensons aujourd'hui que face à ce bilan morose, allez-y faire un micro-trottoir dans les routes, interrogez les Congolais, vous allez écouter des choses que vous n'allez même pas imaginer. Donc, je pense, madame, il est important de le dire. C'est pas un problème de l'impréparation, mais le PCT a toujours fonctionné ainsi. Vouloir nous précipiter vers une élection où ils savent qu'ils ont l'administration d'une part, ils ont l'armée de l'autre. Madame, l'armée est censée être neutre. Mais aujourd'hui... Mais l'armée est toujours neutre. Mais vous avez écouté le directeur général de la sécurité présidentielle menacer le peuple congolais. Vous l'avez écouté? Il a menacé. Mais bien évidemment, lorsqu'il dit que nous allons agir sans état d'âme, vous devez organiser les meetings dans vos parcelles. Ça veut dire quoi? Lui, c'est un garde du corps d'un chef d'État, un garde du corps d'un peut-être éventuel candidat. Il doit avoir du respect pour les gens.
Il doit avoir du respect pour le peuple congolais. À qui incombe le rôle en tant qu'un officier supérieur des forces armées congolaises? Oui. C'est à eux de C'est lui le chef d'état-major général. Sécuriser l'élection présidentielle. C'est lui le commandant de la gendarmerie. Une élection majeure. Mais c'est lui le ministre de l'Intérieur. Ces choses-là, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit nous le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Non, il n'a pas ce droit-là. Mais puisqu'il fait partie de l'entité chargée de sécuriser l'élection présidentielle. Non. Il doit rester dans son couloir. Le couloir, son couloir précédent. Son couloir principal, c'est protéger le président et sa famille. Et au-delà de ça, il n'a pas le droit nous avons une gendarmerie dans la sécurisation de l'élection présidentielle. Madame, nous avons une gendarmerie, nous avons une police, nous avons les forces armées congolaises. Il doit rester dans son couloir. Donc je disais pour rebondir, je voulais parler de l'impartialité. L'impartialité, il faut avoir une commission électorale nationale indépendante. Ce n'est pas un problème de fuite en avant. Moi, je suis un homme cohérent. Ah bon? C'est pas un aveu d'échec. C'est une réalité, ce sont des faits. Pensez-vous que notre commission électorale, là, c'est une commission indépendante? Dans d'autres pays, madame, lorsqu'on parle des élections, même le dépôt des candidatures, on dépose des candidatures à la commission de contrôle. On ne dépose pas les candidatures à la direction générale qui est sous des affaires électorales, sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Ça ne se passe pas ainsi. De quelle indépendance nous parlons? Chaque pays a sa réalité. Non, quand on dit une commission électorale nationale indépendante, oui, mais nous avons une commission. Quel est le rôle de cette commission? Cette commission est censée superviser les opérations en amont, en aval, tout le processus. Comment vous allez aller déposer les candidatures à la Direction générale des affaires électorales alors que vous avez une commission électorale nationale indépendante? Mais est-ce que votre doléance sera prise en compte ou vous allez partager ça à d'autres... Non, c'est une façon de le dire, madame. Non, mais madame, vous savez que nous sommes dans un pays où le PCT impose les choses. Le gouvernement impose les choses. Vous voyez toujours le PCT partout. Mais parce que c'est le parti qui dirige ce pays. Si nous avons ce bilan médiocre aujourd'hui, c'est le bilan du PCT. Ce n'est pas le bilan de Gavé, ce n'est pas le bilan du mouvement républicain. Ce que je veux dire ici, c'est que ceux qui sont en face de nous, nos adversaires politiques, font toujours preuve de surdité. Ils n'aiment pas écouter raison. Ils sont dans la logique du jusqu'au boutiste. Il faut aller jusqu'au bout. Mais on ne peut pas construire un pays avec une logique erronée. Dans votre logique, là, vous serez suivi? Croyez-vous qu'il y a d'autres leaders ou d'autres présidents des partis de l'opposition vont adhérer à votre démarche? Le but de la concertation, madame, c'est d'évoquer, c'est de donner son point de vue. Et si votre point de vue accueille l'assentiment des autres participants, il peut être adopté. Mais je pense que, si je donne mon point de vue, en tant que Destin Gavé, en tant que candidat à cette élection, en tant que président d'un parti politique, les choses devraient se faire dans une logique républicaine et souveraine. La logique républicaine, selon vous, voudrait quoi? Président Destin Gavé. La logique républicaine voudrait qu'on ne puisse pas avoir une élection biaisée, une élection où vous sentez par vous-même que nous sommes dans la précipitation. Je m'arrête sur le cas du corps électoral. Depuis plus d'un mois, le gouvernement est incapable de nous produire le corps électoral. Le corps électoral est où? On ne peut pas convoquer un corps électoral qui n'existe pas. Ça, c'est un fait. Regardez dans la répartition. Avez-vous initié des démarches auprès des services habilités pour que vous soyez en possession de ce corps électoral? Non, madame, on n'a pas besoin d'avoir... En tant que candidat, vous avez aussi le droit. Non, c'est le gouvernement qui doit publier les résultats de la révision des listes électorales. On n'a pas besoin d'aller faire la courbette ou bien aller dans les bureaux pour aller solliciter. C'est le devoir d'un gouvernement responsable de publier un corps électoral. Mais il vous incombe aussi d'initier des démarches. Oui, mais nous avons déjà initié. Où sommes-nous avec la publication du corps électoral? Nous avons fait beaucoup de déclarations dans ce sens, madame. Notre parti politique a fait une déclaration récemment. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement fait preuve de surdité. Donc voilà pourquoi nous avons dit qu'il est important d'aller vers un report. Le report va nous permettre de mettre les choses à plat, de réorganiser les choses pour que nous allions vers une élection libre, équitable et transparente à l'image de celle que nous avons eue en 1992. Président Destin Gavé, vous avez une formation politique, le mouvement républicain et candidat. Le changement vers un Congo prospère. Vous espérez à un Congo prospère en tant que candidat. Exactement. Ouais. Madame, vous savez... Pouvez-vous expliquer un peu comment le changement vers un Congo prospère? Exactement. Mon projet de société. Votre projet de société. Madame, vous savez, dans ce pays... Quel est l'axe prioritaire de ce projet de société? Merci, Madame Onkele. Vous savez, dans ce pays, on a fait un procès à l'opposition. On nous a toujours traité d'une opposition de critique. Une opposition qui ne sait pas proposer. Nous avons sillonné tout le pays entre 2019 et 2021. Nous avons été en contact avec les populations.
Nous avons fait toutes les capitales départementales. Nous sommes allés de Pointe-Noire à Imfondo. On a fait tout le pays. Et nous avons recueilli les doléances de la population. Et nous avons commencé à écrire ce projet de société. Ce projet de société est un projet de société structuré, chiffré, où nous avons écrit 530 pages, secteur après secteur, pour effectivement proposer aux Congolais ce que nous comptons faire une fois que nous serons à la tête de ce pays. Le changement vers un Congo prospère n'est pas un slogan, c'est une réalité. Parce que vous constatez, madame, notre pays est un pays qui doit être refondé. Refondé dans toute son architecture. Nous avons ici, par exemple, madame, des questions de justice, les questions d'économie, les questions de santé, les questions d'éducation. Nous avons mis une priorité sur ces questions. Vous savez, madame, la justice, c'est le socle d'un pays. Nous avons suivi le président de la République lors d'une session du Conseil suprême de la magistrature où il a déclaré que le ver était dans le fruit, dans le secteur de la justice. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous n'avons pas une justice indépendante. Comme vous voyez aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas déjà la séparation de pouvoir. Nous avons premier axe, c'est la justice. C'est la justice qui va nous entraîner vers le développement dans tous les secteurs. L'indépendance de la justice. Le président de la République ne sera plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est un acquis. Ce que nous allons faire, c'est rendre notre justice crédible, rendue au nom du peuple congolais. Moderniser notre système de justice. Construire Qu'est-ce que vous comptez faire quand vous parlez de rendre la justice crédible? En quoi faisons justement? Mais il faut nettoyer, il faut faire l'audit de notre justice. Il faut auditer le système de justice. Il faut moderniser notre système de justice. Il faut informatiser notre système de justice. Il faut construire des palais de justice dignes de ce nom. Il faut construire des prisons, des maisons d'arrêt. Si vous avez vu aujourd'hui l'échec de l'opération Zéro Colonna, c'est parce qu'en amont, on n'a pas su avoir des prisons, des maisons d'arrêt pour que ceux qui seront arrêtés, des centres de réinsertion professionnelle, pour les placer là-dessus. Ça, c'est votre premier axe. Ça, c'est mon premier axe. Une fois que la justice est nettoyée, vous passez maintenant à ce qu'on appelle la justice va être en symbiose avec la lutte contre la corruption. Parce que si vous avez une justice forte, vous avez la capacité effectivement de lutter contre la corruption. En créant par exemple la Cour de répression contre l'enrichissement illicite. Nous allons par exemple créer un parquet financier, un parquet économique et financier pour traquer ceux qui détournent les fonds publics. Là, la justice, dans sa structure d'indépendance, aura la capacité de mettre la main là où il faut. Nous allons lancer un vaste programme de lutte contre la corruption en créant une haute autorité de lutte contre la corruption parce que nous voyons aujourd'hui, c'est une farce. Mais nous allons créer une véritable haute autorité avec une indépendance totale. Nous allons voter des lois sur des lanceurs d'alerte, ceux qui vont dénoncer dans l'administration publique, un peu partout, ceux qui commettent des actes de corruption. Nous allons prévoir des sanctions entre le corrompu et le corrupteur. Je vous prends un exemple, madame Marina. Lorsque vous partez, par exemple... En 5 ans, est-ce que ça sera possible? Oui, en 5 ans, mais c'est un projet axé sur 10 ans. Mais déjà, à partir de 2 ans, nous allons déjà commencer à voir des fruits. Je vais vous prendre un exemple avant de continuer. Lorsque vous avez il faut qu'il y ait un corrupteur pour qu'il y ait un corrompu. Regardez la situation des passeports. Un citoyen congolais quitte l'étranger, arrive à Brazzaville, il est pressé. Il va avoir vite son passeport pour repartir. Et il est obligé de proposer des montants astronomiques à des agents qui s'occupent de la production des passeports. Au lieu de payer le prix normal de 50 000, ce citoyen peut par exemple proposer 250 000 à cet agent de l'État. Et cette personne, tout le monde est fait face à l'argent, prend cet argent. Donc nous avons, c'est la personne qui vient avec des intentions de proposer, et c'est le corrupteur, et nous avons le corrompu qui accepte. Donc les sanctions seront pour, d'une part, le corrupteur, de l'autre, le corrompu. Sur le domaine de la santé, madame, ça nous fait très mal aujourd'hui de voir des Congolais mourir comme des mouches. Ce que nous avons prévu, c'est quoi? Premièrement, nous avons prévu ce qu'on appelle la gratuité des urgences. Aujourd'hui, lorsqu'un citoyen congolais arrive à l'hôpital, la première des choses, on lui demande l'argent de la consultation. Si vous n'en avez pas, on vous abandonne au triage. Nous avons dit la gratuité des urgences. Quand vous arrivez à l'hôpital, il n'y a plus à réfléchir. On vous reçoit. La faisabilité de la gratuité des soins d'urgence. Mais la faisabilité, c'est la mise en place d'un véritable système de santé. D'une véritable caisse. Évidemment, oui, mais au préalable des moyens financiers. Les moyens, nous en aurons, madame. Vous aurez des moyens financiers. Nous aurons les moyens. Le Congo est un pays suffisamment riche. Au-delà de la gratuité des urgences, nous avons prévu l'hôpital mobile. Nous avons discuté avec 2 compagnies coréennes qui est prêt. Ces compagnies sont prêtes aujourd'hui à nous fournir de 500 à 1000 4x4 équipés
Donc, avant que vous ayez au moins, vous gagnez la présidentielle, vous avez déjà... Oui, mais on discute, mais madame, quand vous êtes candidat... Oui, mais quand vous êtes candidat à une élection présidentielle... Vous vous êtes préparé, hein? Non, mais quand vous êtes candidat, vous devez discuter, vous devez visiter les entreprises, vous devez vous projeter. On ne va pas à une élection... Et ces sociétés coréennes qu'on croit en vous en tant que président de la République. Mais exactement, ils savent que nous avons un véritable potentiel, ils savent aussi que notre peuple aspire au changement. Ces 4x4 équipés iront dans des villages, dans des districts, un peu partout, pour aller soigner les Congolais, en attendant que nous puissions construire, équiper les hôpitaux, les centres de santé intégrés. Voilà ce que nous avons prévu, madame. En ce qui concerne, madame, l'économie. Notre pays a eu... Ah oui, nous avons une dette de 8500 milliards de francs CFA. Pourquoi nous avons cette dette? Parce que vous savez, le problème du président Sassou avec l'économie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque le président Pascal Lissouba est arrivé au pouvoir en 92, il avait trouvé un pays surendetté. Nous étions le pays le plus endetté par tête d'habitants dans le monde. Vous comprenez que le président Sassou, malgré qu'en 2010, avec l'initiative PPTE, où on a annulé la quasi-totalité de notre dette, 7 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés avec un PIB de près de 100%. Donc vous comprenez, madame, que c'est un problème de gestion. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu? Premièrement, il faut réduire le train de vie de l'État. Réduire la taille de l'Assemblée nationale, supprimer le Sénat, supprimer les conseils consultatifs qui ne jouent aucun rôle. Nous allons donc réduire le nombre des ministres. Après cela, une fois que nous avons réduit le train de vie de l'État, nous allons rationaliser les dépenses publiques. Vous envisagez de former l'équipe gouvernementale sera de constituer de combien de... Dans notre livre, sur la page 288, vous allez voir, c'est une équipe de 15 ministres avec 10 secrétaires d'État. C'est ce que nous avons prévu. Une Assemblée nationale qui va tenir compte de la démographie. Parce que, madame, on ne peut pas imaginer aujourd'hui un arrondissement comme Talangaï, qui a quasiment le même nombre d'habitants que Mfilou. Talangaï a 5 députés, Filou en a 3, on a 2. Comment vous expliquez ça? Donc, nous devons fixer par le nombre de populations. Le seul critère qui sera pris en compte pour la représentativité nationale, ça sera le critère démographique, c'est-à-dire 100 000 habitants pour un député. Donc, si le Congo est un pays de 6 millions d'habitants, nous aurons 60 députés et au moins 5 députés de la diaspora. En dehors de ça, de la rationalisation... 60 députés. 60 vous allez députés, réduire la taille de l'Assemblée nationale. 60 députés pour 6 millions d'habitants à raison de 100 000 habitants par député. Et nous prendrons au moins 5 députés de la diaspora pour constituer une Assemblée nationale d'à peu près 65 députés. Donc, moins de la moitié de ce que nous avons aujourd'hui. À côté de cela, madame, nous sommes un pays producteur de pétrole. Nous avons des réserves aujourd'hui de 2 milliards de barils. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire comme le président Donald Trump. Il faut forer. Nous allons forer pour augmenter notre production. Nous sommes à 280 000 aujourd'hui. L'idéal serait d'arriver jusqu'au moins à 500 000 barils le jour. Nous allons mettre en place, madame, ce qu'on appelle un fonds souverain. Le fonds souverain, c'est pourquoi? C'est pour régler des urgences et diversifier notre économie. Ce fonds souverain sera logé dans la Banque congolaise de développement que nous allons créer. Et comment sera alimenté ce fonds? Nous allons prendre donc 10% de chaque bénéfice des recettes de nos matières premières, le gaz, le pétrole, le bois, le fer, tout ce que nous avons, 10% de ces recettes seront reversées dans le fonds souverain qui sera logé dans la Banque congolaise de développement. Donc je pense que, madame, si nous réunissons les conditions d'une élection libre, équitable et transparente, Destin Gavé sera élu. Sera élu? Oui. Ah bon. La preuve en est lorsque... Vous avez la ferme assurance que vous serez élu. Lorsque nous organisons lorsqu'on organise des votes virtuels, là où il y a la transparence, là où les gens votent en âme et conscience sur les réseaux sociaux. Beaucoup de chaînes ont organisé des votes en ligne. Mais allez-y voir les résultats. Ça relève de... Non, ça donne l'aperçu, madame. Non, oui, pas l'aperçu. Si, madame. Nous, c'est la réalité. Ailleurs, le peuple congolais. La démocratie commence par là. Non, madame. On a 2 jours. Mais, madame. Le premier jour, le 12, c'est prévu pour les forces publiques et puis ça vous la donne, population civile, c'est le reflet. C'est pas du virtuel, c'est le reflet, madame. Ça ne cadre pas avec la réalité. Là, ça sera dans un mois et demi. Pourquoi on parle des sondages, madame? Pourquoi on parle des sondages? Le rôle des sondages, c'est de donner une idée claire, de regarder les forces en présence. Mais nous attendons l'élection. La première condition, madame, pour un candidat qui veut briguer la magistrature suprême, c'est d'avoir un projet. Le projet, il est là.
vous vous préparez à ne pas accepter les vrais résultats. Non, je n'ai pas dit ça. On organise l'élection virtuelle déjà. Non, c'est une façon. Ça ne cadre pas avec la réalité desquels votent. Non, c'est. Lesquels sont mis à contribution. Mais les Congolais, bien pour évidemment. l'élection virtuelle qui sont organisées. Mais les Congolais qui sont sur les réseaux sociaux, c'est eux qui votent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Combien de pourcents? Non, madame. De Congolais. On prend toujours un échantillon lorsqu'il faut faire des sondages. On ne peut pas prendre tout le monde. Tout à fait. Je veux dire ici, madame, la première des choses qu'on fait pour un, donc cela, c'est un candidat sérieux qui détermine. Non, mais c'est un indice. Oui, bien évidemment, madame. Si vous voulez aller à une élection, la première des choses, c'est d'avoir un projet structuré, chiffré, que vous allez présenter à vos compatriotes. Le changement vers un Congo prospère est là. L'élection virtuelle a révélé quoi? Selon vous? Mais ça a révélé. Quels sont les résultats? Mais Destin Gavin est arrivé au premier tour et voilà. Ah bon? Et vous avez vu le candidat. Les candidats. Ah, mais bien évidemment, le candidat de la majorité a recueilli comme souvent 8%. Ce que je veux dire, madame, c'est quoi? La réalité est autre chose. Oui, la réalité, nous sommes dans la réalité. C'est dans un mois et demi. Oui, nous avons un projet. Que nous aurons la réalité. Nous irons vers les Congolais. Les Congolais vont donner leur confiance à celui qui est chargé de présider les destinées du Congo. Oui, mais les Congolais pour les 5 prochaines années. Les Congolais ont démontré qu'ils ne veulent plus de ce pouvoir, de ce système. C'est clair. Vous êtes l'une des chaînes aujourd'hui qui va dans les fins fonds pour recueillir des reportages et recueillir l'aspiration du peuple. Vous en êtes consciente, madame. Je vous ai suivi dans le programme 30 jours pour convaincre où vous avez mis les membres du gouvernement, les directeurs généraux en difficulté. Pourquoi? Parce que vous connaissez la réalité de notre pays, madame. Vous n'êtes pas étranger, vous êtes une journaliste d'investigation. Vous savez que ce pays va mal. Donc, si nous allions vers une élection libre, équitable et transparente... Notre pays va mal. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que candidat? Mais voilà pourquoi nous avons... majeure, oui, mais nous avons proposé ceci. Je vous ai cité sur le plan économique ce que nous allons faire. Je vous ai parlé sur le plan judiciaire ce que nous comptons faire. Je vous ai parlé sur le plan sanitaire ce que nous allons faire. L'éducation, il faut refonder notre système éducatif. Il faut adapter donc le monde du travail les programmes à la réalité du monde du travail. Il faut instaurer les systèmes d'alternance où les étudiants peuvent travailler en même temps ils étudient. Il faut ramener nos langues nationales dans nos programmes académiques. Il faut informatiser l'école, apprendre à nos enfants les nouvelles technologies dès le bas âge. Voilà des mesures que nous comptons faire une fois que nous sommes au pouvoir, madame. Il faut redonner de la fierté et de la dignité à notre pays. Dans le domaine du sport, il faut repartir vers des fondements. Comment on a fait dans le domaine de... Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Qu'est-ce que nous avons fait pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations 72? Parce qu'il y avait la rigueur. 72, ça date? Oui. Et aujourd'hui, la réalité est autre. Oui, la réalité est autre parce que nous avons des dirigeants paresseux, tout simplement. Parce que nous avons des dirigeants qui ne pensent pas au football. Quand vous écoutez le président de la Fédération de football dire que c'est juste un jeu, ça, c'est des gens qui méritaient d'être mis en prison pour de tels propos irresponsables qui attaquent même la morale du peuple congolais. Donc, nous allons repartir. Nous allons construire des centres d'académie dans tous les départements du Congo pour répertorier les talents, avoir une grande école de foot, relancer ce qu'on appelle les jeux des hommes. Il y a les infrastructures sportives qui existent dans tous les départements. Oui, je parle ici d'une école de football. D'une école de football. Je parle ici des centres de formation. On n'a pas des centres de formation dans notre pays. Il faut mettre des centres de formation dans tous les départements pour répertorier les talents. Une fois que les talents sont répertoriés, ça vous permet d'avoir une pépinière. C'est cette pépinière-là qui va monter pour constituer une véritable équipe de football. Au-delà du football, dans tous les domaines, regardez comment fonctionne l'handball, la boxe, la natation. Tout est dans le noir. Il faut donner à notre sport, donner à notre jeunesse la possibilité de rivaliser en promptitude et en aptitude avec les autres jeunesses. Donc, c'est comme ça que vous allez poser les fondements pour un Congo prospère. Exactement, madame. Parce que quand vous avez, chacun se retrouve dans son domaine. Celui qui est médecin, n'a pas des arriérés, travaille dans un cadre idéal. Il y a un plateau technique adéquat. Il y a des conditions, des infrastructures qui sont au reflet du noble métier qui est le métier de la médecine. Vous avez à côté les enseignants qui ne sont plus dans les grèves. Pour leur payer, il faut qu'il y ait une grève. Ils sont payés, on les aligne au même niveau avec des fonctionnaires. Lorsqu'il y a virement des fonctionnaires, ceux de l'université, ceux des hôpitaux, tout ce monde-là sont payés. Mais avant, il faut aller vers une grande messe sociale. Nous devons organiser... La grande messe sociale va consister à faire quoi, justement? La grande messe sociale, c'est pour expliquer aux partenaires sociaux que regardez l'état du pays. On ne peut pas venir avec des promesses mielleuses ou bien vous faire croire... Vous avez des promesses, non, ce sont des promesses qui sont structurées.
chiffré. Avez-vous tenu compte de la réalité, de l'évidence Oui, mais du pays hein? Voilà pourquoi j'ai dit, la grande messe sociale va consister à quoi, madame? C'est réunir les partenaires sociaux, les organisations syndicales, les organisations patronales, s'asseoir, leur dire, oui, vous avez des arriérés, oui, vous avez ceci, mais là, c'est un nouveau départ. Nous partons sur un nouveau départ. Nous pouvons surseoir tout ce qu'il y a eu comme arriérés, etc., en sursoir. On va sur les nouvelles bases pour ne plus accumuler des arriérés et nous allons regarder comment régulariser ces arriérés au fur et à mesure que nous aurons du cash. Le cash va venir d'où? Je vous ai parlé ici de la rationalisation des dépenses publiques, je vous ai parlé de la réduction du train de vie de l'État, je vous ai parlé d'une production accrue des hydrocarbures. Nous avons 2 milliards de réserves. Au moment où les autres parlent de la diversification de l'économie, vous mettez toujours l'accent sur la rente pétrolière. Oui, je vous explique pourquoi nous allons pomper. Mais pour aller vers une diversification, il faut que vous ayez du cash pour diversifier. On diversifie quoi? On diversifie l'économie, on diversifie de l'argent. Mais pour avoir de l'argent à diversifier, il faut trouver de l'argent quelque part. Mais nous avons le pétrole qui est là. On ne peut pas s'en en passer maintenant. Peut-être dans 15, 20 ans, on peut s'en en passer. Mais maintenant, quand Gavé va arriver au pouvoir, nous allons nous concentrer sur le pétrole. Nous allons pomper. Et les recettes que nous aurons, l'augmentation du budget qu'on aura, va nous permettre de diversifier. Une fois que nous avons diversifié, même lorsque le pétrole, il y aura le déclin de nos champs pétroliers, mais madame, nous n'aurons pas de problème parce que nous aurons déjà eu à diversifier notre économie. Président Destin Gavé, oui, le changement est-il possible selon vous? Le changement est plus que possible parce qu'il y a un ras-le-bol. Selon vous? Oui, mais non, pas selon moi, même selon vous, madame. Non, vous êtes responsable d'une chaîne embarrassante. Je ne fais que faire mon travail en tant que journaliste. C'est ce que je vous dis. Oui. Des questions embarrassantes. C'est dans mon rôle de poser les questions. C'est normal, madame. Mais des questions embarrassantes où vous-même vous vivez. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, madame Onkele, chez vous aussi vous en subissez. Quand vous n'avez pas l'eau au robinet, quand vous partez au marché, madame, quand il y a l'inflation galopante, quand le panier de la ménagère n'arrive pas à satisfaire une famille, vous en subissez, vous êtes une femme. Il y a l'augmentation des prix un peu partout. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous êtes exclu de cette réalité. En tant que journaliste, vous faites votre travail, mais je vous dis, madame, dans la quasi-totalité des ménages, un peu partout, il y a un sentiment de ras-le-bol parce que les gens sont fatigués. Les gens veulent un son nouveau. Le président Sassou est là depuis des années. Les enfants qui sont nés dans les années 97 à aujourd'hui n'ont connu que lui. 29 ans, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous voulons du changement. Nous voulons autre chose. On veut de l'alternance. Ce peuple a besoin de l'alternance. Et le mouvement républicain et son candidat se présentent aujourd'hui comme le choix idéal pour l'alternance. Non seulement parce que nous avons un projet structuré. Nous sommes à la fin, malheureusement, le temps qui nous est imparti. Non seulement parce que nous avons un projet structuré, mais parce que aussi, nous avons recueilli les avis des Congolais, parce que nous avons l'expérience politique d'avoir accompagné Guy Brice Parfait Kolela en 2021, en étant le représentant de ce candidat dans les 3 départements, Niari, Bouenza, Lekumu. Vous comprenez que, madame, il y a vraiment ce ras-le-bol qui est là. Nous travaillons pour l'alternance et nous allons nous battre pour l'alternance, madame. Ok, merci. Merci, président Destin Gavé. C'est par ces mots du président Destin Gavé que nous mettons terme à l'émission Décryptage de ce soir. Merci et à la prochaine occasion.